bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Pierre Fray et on va aller dans la forteresse de Saint-Dé à Saint-Maurice. Donc là, on est en fait devant la grotte aux fées. Alors on va aller traverser cette grotte pour entrer dans la forteresse de Saint-Dé. C'est parti. En 1940, quand la Confédération décide de lancer le chantier du fort de Saint-Dé, elle rachète la grotte aux fées et son restaurant, ainsi que la galerie rejoignant le fort du Cé. Le restaurant devient alors le bureau du chantier et les ouvriers transitent dans la grotte via la future cave du restaurant. Voilà donc l'entrée de la grotte aux fées. Il y a une petite cavité ici. Je me suis demandé, mais j'ai pas d'autre écho à ce sujet, si cette cavité n'a pas été utilisée par les militaires, en fait, comme local de garde de l'entrée du fort, la grotte étant l'entrée des hommes pour ce fort, ce qui est vraiment spécifique. C'est vraiment joli de pouvoir marcher dans cette galerie ici, qui est donc pour la plus grande partie naturelle. Ça a naturellement été un petit peu réaménagé par l'armée, effectivement, et aussi pour les besoins des visites touristiques de la grotte. Une des curiosités, on va quand même s'arrêter dessus parce qu'elle a un rôle en lien avec la forteresse de Saint-Dé. Tu peux nous en dire plus? Alors, le colonel Ozaman, qui était chef du bureau des fortifications à Saint-Maurice, avait demandé de murer la liaison qui existait naturellement entre le boyau de la grotte aux fées et la galerie de Saint-Martin, afin d'éviter que l'ennemi puisse utiliser l'entrée de la grotte Saint-Martin comme voie d'accès en fait dans la grotte aux fées, qui devenait partie intégrante de la forteresse. Or, le problème, c'est qu'ici, on est à un passage où on a une légère montée avec une légère descente derrière, et le fait d'avoir muré de l'autre côté ce passage qui permettait à l'eau de descendre dans la grotte Saint-Martin a fait qu'on a été contraint de creuser un petit canal artificiel pour que l'eau de crue notamment puisse s'évacuer. Bon, puis voilà, on y arrive déjà. L'entrée du fort de Saint-Dé, voilà. À la réouverture, après le chantier, on avait ici une porte de bois. Donc au niveau où tu te tiens en ce moment, c'est Voilà, ça? pour camoufler l'entrée du fort. Je peux imaginer que lorsque cette porte a pourri, le scred est un peu tombé et on l'a pas reconstruite. On a ici le boîtier pour le téléphone automatique, donc pour appeler à l'intérieur du fort. Et puis on a un bouton de sonnette qui donnait dans le petit cantonnement sur la partie du fort qui est nommée grotte aux fées parce que située précisément au-dessus de l'entrée de la grotte. D'accord, ouais. Alors il y a encore une particularité, c'est que les spéléologues qui ont fait les recherches pour savoir pourquoi il y avait ce mur qui avait été bâti entre la galerie de la grotte et la galerie de Saint-Martin, en faisant leurs recherches, ils ont découvert que dans les écrits était mentionné que 30 mètres à gauche, avant la fontaine des fées, il y avait un boyau naturel donc qui s'enfonçait. Alors un jour, ils ont demandé à ce qu'on ouvre la grille du fort parce qu'ils ne trouvaient pas ce boyau à proximité dans la zone des 30 mètres. Et ils sont venus ici et ils ont aperçu un tas de cailloux qu'ils ont débarrassés. Voilà, et ils ont réouvert le passage, saturé par des pierres. Ils ont réouvert ce boyau, ils sont venus avec des cordes de 10 mètres pour descendre dans le puits, sauf que ça n'a pas suffi parce que le puits fait 40 mètres ensuite. Et puis ils ont pu l'explorer sur un petit bout, ensuite un gros bloc barre le passage. Mais pour ce faire, ils ont dû encore aspirer l'eau qui était au fond du boyau. Il faut savoir que tout à l'heure on a parlé d'eau de crue. Quand il y a vraiment les grandes eaux de crue, la grotte est inondée et n'est pas visitable. Pour éviter ce problème, on avait construit à l'époque une galerie qui part du lac au fond de la grotte et qui sort à l'extrémité de celle-ci, à gauche de l'entrée du restaurant. Au moment de la construction du fort de Saint-Dé, l'armée a trouvé tout à fait judicieux d'utiliser cette galerie artificielle, moins tortueuse que la grotte, pour tirer en fait un câble téléphone qui était vital, la conduite à eau tout aussi vitale, et la ligne à haute tension, eh bien, qui est vitale aussi pour le fonctionnement du fort. Sans courant, il n'y a rien, c'est sûr. On a gardé un petit passage pour accéder sur le dessus de cette galerie qui est bétonnée
où on voit arriver câbles et conduites. Ok, voilà, maintenant qu'on est dans le fort, on va sans plus tarder attaquer la visite. Donc cette vidéo va essentiellement parler de la vie en forteresse. Mais avant de démarrer, on va juste faire une petite mise au point géographique pour s'orienter un petit peu mieux dans le fort. Alors le fort Saint-Day était à l'origine un fort d'infanterie. Sur le plan, c'est ce qui correspond à la partie rouge. Il faut savoir qu'après l'explosion de 1946 à Dailly, on a également réutilisé l'argent de la reconstruction du fort Dailly pour moderniser Savatan et moderniser la défense anti-char dans le goulet de Saint-Maurice, qu'on a trouvé faible à la Deuxième Guerre. On a donc eu une deuxième étape de construction, la partie jaune sur ce plan, qui a consisté à ajouter dans le fort 2 canons anti-char de 10,5 cm, avec la fonction aussi de tir en artillerie jusqu'à 20 km en direction du sud. Ce qui a motivé le fait de mettre ces pièces dans le fort Saint-Day, c'est qu'en 1947, on a débuté la construction de l'usine électrique souterraine de Lavey, ce qui a généré une fosse anti-char exceptionnelle dans la vallée du Rhône. Avec le canal donc. Avec le canal de fuite de l'usine électrique de Lavey. Ouais. Il a bien sûr fallu bâtir un observatoire dans la même direction que ces canons, un petit bureau de tir, les nouveaux magasins à munitions qu'on a mis directement avec les nouvelles normes. On a également bétonné l'essentiel des galeries du fort, excepté la batterie de Saint-Day Nord. Et puis il a fallu aussi aménager un monte-char, un monte-munitions dans cette galerie en pente, vu que le téléphérique arrive plus haut que le niveau principal des galeries du fort. En 1940, à la construction, on a bâti 4 batteries anti-chars. Et puis, quand on a fait la transformation en 1948, on a déplacé cette mitrailleuse dans l'observatoire ici. On avait un observatoire doublat qui a arrangé les choses. Ce qui est incompréhensible, enfin on n'a pas d'informations là-dessus, la mitrailleuse qui était dans cet emplacement ici aurait pu être rebâtie dans un observatoire qui n'est pas sur le plan qui est là, qui a été muré avec juste un espace pour laisser aspirer l'air qu'on renvoyait ensuite en surpression dans les casemates d'artillerie. Donc finalement le fort de Saint-Day, on a vu, il est plus récent que le fort du C. Et il y a un lien particulier entre les deux, hein. On a vu déjà dans la précédente vidéo. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur le fort du C, c'est que à la Deuxième Guerre, on a décidé d'agrandir le fort du C et de construire le fort Saint-Day. Du coup, on a pensé qu'il était préférable de mettre toute la technique principale en ce qui concerne la production d'énergie du secours, la centrale téléphonique et plus tard la centrale d'alarme, de concentrer ça sur le fort du C, qui était le plus important, et de faire de Saint-Day une dépendance de ce fort du C. La grotte aux fées, comme on l'a dit, est devenue partie intégrante de la fortification. Au moment où on l'a rouverte au public, les touristes ont découvert une fée supplémentaire dans cette grotte, c'est la fée électricité. Ah bah ouais. Qui disposait de l'éclairage identique à ce qu'on a dans les fortifications. La grotte étant devenue, comme j'ai dit, partie intégrante de la fortification. On a parlé de l'arrivée du câble à haute tension directement du fort du C. Et ce dernier arrive ici à l'entrée du fort, à la sous-station, où on a le transformateur. Alors, maintenant, direction téléphérique pour le début de la visite. C'est parti, on traverse quelques galeries. Ici devant, nous voyons la galerie d'entrée du téléphérique. Juste en dessous, on peut observer la passerelle qui servait donc à desservir le restaurant. Le téléphérique s'y arrêtait pour déposer les vivres et les boissons, c'est bien ça? C'est juste, un garde-fort venait tous les mardis matins pour faire cela. Et le téléphérique avait pour mission essentiellement de pourvoir le fort en matériel, vivres et munitions, et pas à l'acheminement proprement dit de la troupe. Ouais. Le téléphérique avait aussi la mission, bien entendu, pour l'entretien courant du fort. Alors le téléphérique ici était tout d'abord le téléphérique de chantier qu'on a conservé jusqu'en 1965, date à laquelle on a installé ce nouveau téléphérique. On en a profité aussi pour installer une porte anti-souffle en lien avec la bombe atomique afin de sécuriser au mieux la
l'accès dans le... On va jeter un petit coup d'œil à la machinerie du téléphérique, ce qu'on n'a pas pu faire au fort du C. Un sacré treuil là. On va se balader un petit peu en faisant attention, pas se crocher dedans. Bon, alors je connais pas les détails du fonctionnement, mais j'imagine que ça doit faire du bruit. Pas trop. Ça va? Pas trop. Donc là derrière, il y a encore une autre machine qui sert en fait à faire fonctionner le monte-charge, permettant d'acheminer le matériel amené par le téléphérique au reste de la forteresse. On va faire une petite démonstration de son fonctionnement. Et voilà. Donc ici en bas, vous pouvez observer le rail qui permet au monte-charge de suivre la bonne trajectoire. Donc on va aller visiter le dortoir de Saint-Day, grotte aux fées, et on y arrive. Alors le dortoir a son accès directement dans le sas anti-gaz. Dans ce dortoir, on avait également la station de secours, la lutte contre les incendies, une chambre officier, une chambre sous-officier. Et comme il s'agissait d'un dortoir de section, eh bien, un petit dortoir à 36 places. C'est dans ce dortoir que j'ai fait mes premières nuits de mon premier cours de répétition. J'ai été incorporé au Fort Saint-Day. Oui, parce que toi, tu... En 1980, je dormais sur cet emplacement. Que des souvenirs alors. Des bons souvenirs, sauf qu'il nous a fallu 3 nuits. C'est au bout de la 3e nuit qu'on s'est dit, tiens, on a réussi à dormir correctement. Il faut savoir que c'est juste derrière ce mur que se trouvait la ventilation assurant également le chauffage. Le moteur tournait 24 heures sur 24. Ah oui, d'accord. Et voilà, phoniquement, c'était pas top. Alors, une petite spécificité ici dans le dortoir. Comme dans la plupart des dortoirs de forteresse, on avait l'éclairage nocturne. De façon à ce que si un soldat doit aller aux toilettes, il n'a pas besoin de mettre l'éclairage principal et réveiller le restant. Ouais, c'est plus pratique. Donc, il y avait de nuit la veilleuse, la petite lampe bleue, qui assurait ce petit éclairage. Voilà. Alors, sortie de secours. Tiens, je vais jeter un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. J'ai une petite idée sur la question, vu que j'ai déjà visité 2-3 ouvrages un peu similaires. Voilà, donc simplement une petite porte naturellement verrouillée qui permet la sortie en cas de nécessité. Revenons un petit bout en arrière. Alors ce qui était un peu cocasse ici quand même, il faut imaginer que je me suis trouvé comme mes collègues à faire la toilette du matin, ou la grande toilette, on était nus dans la galerie ici. Ah, carrément quoi. Ici, on avait l'avantage, c'est qu'il n'y avait quand même pas de circulation de matériel ou autre, comme auraient pu se trouver les camarades dans la caserne principale. Par contre, en étant là, on se disait, mais bon, il n'y a pas de porte anti-gaz ici, on est dans la zone partiellement protégée. Et puis, on avait un peu un sentiment curieux, quoi. On n'est pas dans une caserne, on est quand même sorti de notre dortoir pour se laver, mais dans la galerie, en fait, la galerie de la sortie de secours. Oui, parce que là, on est juste à côté, on n'est même pas à 10 mètres. C'est vraiment... Alors, il y a assez série de lavabo, et au centre, il y avait le WC. Ouais. Un WC aussi sommaire, avec le pissoir. C'est sur la gauche. Pissoir à rigole. Et les cabines de l'autre. Sur la droite.
Alors, la vie en forteresse, c'est le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats dans la forteresse, mais on découvre des loirs parfois. Et le problème, c'est que si ils arrivent à rentrer, mais ils n'arrivent plus à sortir. Et il y en a justement 2 qui sont morts là, et le 3e qui devrait sortir. Il faut qu'on le déloge. Voilà, il prend la fuite. Ah, il est parti à gauche. Heureusement, on a fermé la porte. Je ferme ici. Pas qu'ils reviennent là-dedans, tu vois. Tu l'as ici? Il est où? Ah, il est dedans le tuyau. Tu veux que j'aille voir? Il devrait sortir là. Il n'y a pas la mousse alors en fait de ce côté. Bon, on n'a pas réussi à le faire sortir, il s'est réfugié dans le tuyau ici, impossible de l'en déloger. Du coup, on va laisser le grillage ouvert là-bas et avec un peu de chance, il trouvera la sortie tout seul. Et donc on arrive de nouveau vers l'entrée de la forteresse où il y avait une petite spécialité au niveau de la vie en forteresse. Je te laisse les explications. Alors certains forts disposent d'un poste de rétablissement AC ou avec l'équipement d'une douche de décontamination, parfois avec l'accès directement à l'intérieur du sas anti-gaz. Et ici, on montait un petit poste de rétablissement AC de fortune. On avait le raccordement à eau. La douche était avec un de ces seaux-pompes Bico. Bien sûr que l'eau froide, mais de toute façon, ce fort n'avait que de l'eau froide. Et on avait des fûts dans la galerie aussi pour mettre à l'intérieur les vêtements ou accessoires contaminés. Ensuite, le soldat pouvait éventuellement recevoir une couverture pour se protéger un peu du froid. Il se dirigeait vers la caserne où il allait faire le temps d'attente dans le sas anti-gaz pour le renouvellement de l'air. Ensuite, il pouvait réintégrer la caserne. Encore et toujours, on se promène dans les galeries. Alors ici, on a la deuxième porte blindée pour sécuriser l'entrée du fort, avec le tir par le créneau, par la porte ou le passage pour la grenade. Pour les grenades, ouais. Il faut savoir que cette porte a encore une particularité. Alors on va regarder. C'est vraiment la dernière défense avant la caserne. Et cette porte se ferme sans serrure et avec des leviers. Porte qu'on peut renforcer encore une fois avec les poutrelles pour la rendre plus résistante à la pression. Alors il y avait une entente entre la sentinelle et la première porte d'entrée. Quand il ouvrait la première porte, il s'assurait que son collègue ici et fermait cette porte qui assurait vraiment la défense de l'intérieur ici. De l'intérieur, ouais. qui joue le rôle de la défense intérieure qu'on trouve systématiquement dans les ouvrages construits par le Bureau des fortifications de Berne, alors qu'ici on est dans un ouvrage construit par les bureaux de fortification de Saint-Maurice. Ok, on arrive à l'entrée de la caserne et ici on démarre tout de suite avec l'infirmerie qui a été aménagée après coup. Je te laisse expliquer pourquoi, Pierre, on a déjà vu un petit peu. Le fort étant un fort d'infanterie comme on l'avait au début, et à partir de 1948 on a fait une deuxième étape de construction pour aménager les pièces d'artillerie anti-char. Et comme le fort est devenu un fort mixte, infanterie-artillerie, tout fort d'artillerie avait l'obligation d'avoir une infirmerie. L'artillerie, c'est toujours prioritaire et il y a toujours des aménagements réalisés en conséquence. Bon. Alors, on a ici le premier local, la salle d'auscultation. On transite par la salle de stérilisation. Stérilisation. La stérilisation se faisait au moyen d'un autoclave à vapeur d'eau. Donc on avait une conduite d'eau et la grosse prise électrique pour le chauffage. Il faut savoir que dans les années 80, on a introduit les services sanitaires coordonnés et on a oublié un petit peu cette idée d'avoir une infirmerie dans chaque fort. Donc l'infirmerie ici a perdu son rôle primaire
Et comme rôle secondaire, elle est devenue un second cantonnement pour la troupe. Le fort avait gardé sa structure du fort d'infanterie, une 90aine de lits, alors que la garnison était passée à 170 hommes environ. Ah ouais, d'accord. Et donc, si on mobilisait toute la compagnie... Il manquait des lits. Il manquait des lits et il fallait introduire le 3 fois 8 heures, de façon aussi à avoir une rotation réfectoire. Le tournus, donc. Ouais. On a ensuite la salle d'opération. Avec la petite table d'opération. Et puis ensuite la salle de bain de l'infirmerie. Quand cette salle de bain est devenue intégrée dans le cantonnement ici, au moment de la perte de fonction de l'infirmerie, la baignoire a été démontée et puis on a monté un galandage de séparation avec 4 douches. Ce n'est pas les premières douches que le fort a connues, parce qu'en 82, 4 douches avaient déjà été montées dans le WC principal. Donc c'est dans le milieu des années 80 qu'on a réaffecté l'infirmerie ici, avec ici l'image de la baignoire d'origine. Qu'on trouve, non, cette baignoire comme celle-ci qu'il y avait là. Il a fallu aussi aménager une fosse septique, parce que ce fort n'est pas directement lié à l'égout, donc les bâtiments, les écoulements des bâtiments passaient par les fosses septiques. Et l'infirmerie étant le premier bâtiment, il a fallu recréer une fosse spécifique pour ce bâtiment. Certainement suffisamment de contenance pour ne pas avoir besoin d'ouvrir le couvercle pour vidanger la fosse pendant que l'infirmerie était en fonction. Imagine bien. Ah, si on peut éviter les mélanges de bactéries et compagnie, c'est sûr. Au moment de ce réaménagement, le cantonnement est disposé des nouveaux pissoirs. Ouais. Toutes les commodités, quoi, pour la troupe. Et puis il y avait ici la chambre, on pourrait dire peut-être chambre réservée aux officiers ou chambre d'isolement, une chambre à civil. Petite chambre sympathique. Ouais. Chambre d'infirmerie était tout équipée, souvent comme les chambres d'officiers, avec une table de nuit par personne. On a ensuite la tisanerie qui précède le bureau et la chambre des infirmiers. Il y avait 2 infirmiers. Ici, un médecin, mais le médecin faisait pour le fort du C et de Saint-Dé. Il logeait au C, qui était le fort principal. Et puis pour terminer, la chambre des malades, avec 18 places. Également, donc toujours la table de nuit personnelle, et puis une carpette ou descente de lit. C'était le même équipement dans les chambres d'officiers. Il y a une raison à cela, c'est que si le fort était chauffé à l'électricité dans la ventilation, le sol finalement en contact de la roche restait quand même froid. C'est comme on avait vu au C, la chambre du commandant du fort finalement. Alors dans la chambre du commandant du fort, oui, comme dans la chambre d'officier, bien sûr, elle avait cet équipement. Ouais. Alors au niveau des WC, dans l'infirmerie, si la personne est bloquée au lit, par exemple encore avec la jambe à l'extension, elle a le pot de chambre et l'urinal. Quand elle va un peu mieux, elle viendra pouvoir utiliser la chaise percée. Et puis quand elle va encore un peu mieux, cette personne pourra utiliser le WC de l'infirmerie. On arrive au dortoir principal ici de la caserne. Alors ce dortoir était composé d'une première chambre pour le commandant et son remplaçant. Comme on a parlé aussi, dans un fort d'artillerie, le commandant normalement est seul dans la chambre. Ici, malheureusement, le fort a gardé la structure du fort d'infanterie. Cependant, comme il y avait également une chambre d'officier, de sous-officier supérieur et de sous-officier, un petit mess était intégré dans le bâtiment pour le repas des officiers. Alors au moment où on a introduit les 2 pièces d'artillerie dans ce fort, ce dortoir est devenu celui réservé aux artilleurs. La petite différence avec le dortoir d'infanterie qu'on a vu sur la partie grotte au fait, c'est que les casiers ici ne peuvent pas être fermés à clé, casier personnel. Effectivement, ouais. Donc les troupes étaient séparées en fonction de leur affectation, c'est ça? Alors on a mis l'artillerie dans ce dortoir parce qu'il était plus à proximité des pièces d'artillerie. L'infanterie, c'est bien connu, il marche, alors il pouvait faire le déplacement pour venir prendre le petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Plus de kilomètres. Dans les forts de Saint-Maurice, on a quelques ouvrages dont l'accès au réservoir d'eau se fait
à partir soit d'une salle des machines ou comme ici à partir du dortoir. Ah oui, d'accord, comme ça. Et on a carrément des petits escaliers pour monter face au mur du réservoir. Ici, on a un réservoir de 90 mètres cubes, soit la réserve réglementaire de 1000 litres par soldat, pour cette fameuse autonomie de 3 mois dans les grandes fortifications du réduit. Il faut savoir que ici, quand on a eu la garnison du fort d'artillerie, 170 hommes, on aurait dû agrandir ce réservoir. Le fait que la prise d'eau est souterraine et ne peut pas être interrompue par un bombardement de l'ennemi a probablement motivé de conserver que la capacité originale. Alors un système de flotteurs permettait de remplir le réservoir au fur et à mesure de la consommation afin de garder ce réservoir avec la capacité maximale en réserve. Alors c'est partout des lits à étages donc. Hein. Alors bien entendu, pour économiser la place, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les cavernes de montagne. Ouais, effectivement. Il faut savoir que généralement ils sont sur 3 niveaux et que ça offre aussi 3 options. Celui qui aime lire le soir, il va dessus parce qu'il a un maximum de lumière. Celui qui aime dormir tôt, il ira dessous, c'est tout à fait sombre. Et celui pour qui ça t'est égal, il peut rester simplement au milieu. Donc ici nous avons des dortoirs sur 3 niveaux. On va faire maintenant un petit retour au fort du C où on a un très grand dortoir. 2 niveaux de lits de chaque côté et des lits en dessus. Et c'est le seul bâtiment du fort qui était chauffé à l'époque. Par la suite, donc, il y a eu les radiateurs à eau chaude dans tous les locaux. Et ici, les radiateurs avaient une dimension intéressante. Ça permettait aux gars de s'asseoir dessus. Et on comprend bien que c'était confortable. On imagine, ouais. On imagine un peu. Et on avait, les casiers sont numérotés jusqu'au numéro 139. Et aujourd'hui, si on compte, on n'a plus que 120 places. Mais c'est depuis qu'on a mis les matelas. Il faut savoir qu'au départ, on avait de la paille dans ces dortoirs et puis les couvertures par-dessus. Donc chaque bâtiment est en fait sous la roche évidemment et on a un petit espace entre roches justement. On peut regarder ce qui se passe, on peut vérifier l'écoulement de l'eau. Par contre, on n'a pas la montagne droit là derrière. On a un mur de pierres cimentées et des pierres en appui sur toute la surface du mur réparties pour éviter un ébranlement des murs lors d'un bombardement. Alors ici, le long du couloir, on retrouve les cordes pour faire sécher la lessive et on arrive tout de suite vers la cuisine. Allons jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Alors c'est la cuisine typique d'un fort d'infanterie. Contrairement au C, il ne faut pas chercher une machine à peler les pommes de terre ou le robot de cuisine à tout faire. Ici c'était vraiment tout à la main, éplucher les pommes de terre, etc. C'est la petite cuisine qui était calibrée en gros pour une centaine de personnes. Ok. Avec à l'arrière aussi 2 chambres froides, un chauffe-eau et le magasin des vivres. Le pain provenait de la boulangerie de Savatan. Dans le bâtiment des réfectoires, on trouve encore quelques annexes. Il y a une chambre pour 3 sous-officiers et il y a également le bureau du commandant. Ah. Mais avec l'exiguïté du fort, il y avait encore la place pour le fourrier, sergent-major ou autre. Ici, dans le bureau du commandant, on a aussi l'action pour communiquer avec les 5 observatoires accordés ici, l'observatoire du fort. Il y avait le système d'indicateur de taxes pour encaisser l'argent à la fin du cours de répétition. C'est le soldat qui avait appelé chez lui à la maison. C'était consigné. Un téléphone à batterie locale, donc réseau autonome qui correspond aux observatoires.
le réseau interne, le réseau externe. Le commandant pouvait lancer l'alarme contre les gaz depuis ici et disposer d'un coffre à clé pour les locaux sur lesquels il voulait garder lui-même le contrôle. Il y a le local la vaisselle, le local cantine. On remarquera que même des linges étaient marqués aux fortifications de Saint-Maurice, par exemple. On trouvait des fois de la vaisselle gravée, des verres notamment. Et puis, le réfectoire, ici, il y a le réfectoire des soldats, avec une armoire postale, les 6 canons radio sur la télédiffusion. J'ai moi-même connu la présence d'un installateur TV qui était venu faire le maîtrise pour proposer un devis. Et entre l'endroit où on devait mettre les antennes, le poste télévision, la distance, etc., le réamplificateur, je pense que la facture était trop salée et la TV n'a jamais été installée dans ce moment. D'accord. Contrairement au C. Ce réfectoire est le seul qui, après la Deuxième Guerre, a été équipé d'une petite télévision pour distraire à tout. Et toujours, bien sûr, le pianophone avec ses 6 programmes radio sur la télédiffusion. À l'arrière du bâtiment, on va trouver le réfectoire des sous-officiers. La différence, c'est qu'ils disposent de tabourets au lieu des bancs, c'est peut-être un peu plus confortable. Voilà les accessoires de vaisselle ici, avec la fameuse tour et les 2 croix fédérales qu'on trouvait systématiquement partout sur ce qui est en forteresse. Un élément un peu curieux dans le réfectoire sous-œuvre, c'est toujours l'histoire du manque de place. Ouais. Une armoire à outillage. Et on voit que même les manches d'outils étaient frappées avec la tour et les 2 croix fédérales. Ah ouais. Bon, on continue la petite visite. Et ici, on arrive. C'est effectivement le dépôt des vivres. 90 jours d'autonomie. 90 jours. C'est tous les vivres conservables à longue durée, le sucre, les pâtes, le riz, la graisse, les conserves, le café, le chocolat, biscuits, etc. Alors dans ce même bâtiment du local à vivre, on a inséré une annexe au moment où on a eu la venue des pièces d'artillerie et on en a fait le poste central de tir. Là où on se calculait les tirs, donc, c'est ça? C'est la calculation des tirs, effectivement. Dans un poste central, on a une carte de tir avec le secteur de couverture, la portée des pièces, ici 20 km. On trouve aussi l'indication des points morts sur ces cartes. On va travailler avec différents éléments et tabelles. Ici, le calculateur d'éléments de tir. Ce que l'observateur donne permet de placer ici un élément sur lequel on va choisir la pièce 1, la pièce 2 ou le point central entre les pièces. On va déterminer les éléments, déterminer la charge et on pourra ensuite transmettre ça au chef de pièce qui donnera l'ordre de feu. On a une demande d'un obus d'exercice, un cours, s'il n'est pas tout à fait au but, 50 mètres 3 droite par exemple, avec le petit correcteur ici, on va faire le calcul de la différence. Pour les liaisons, eh bien, on avait en campagne les boîtes de raccord de campagne. Quand on les ouvre, eh bien, on peut raccorder généralement de 5 à 10 lignes de téléphone. Imaginons voilà, un téléphone de campagne raccordé sur un câble qui vient jusqu'au fort ici. Et on va imiter le lancement de l'appel. Là, on n'a que le point lumineux qui est venu. On peut régler sur le son fort ou sur le son faible. Voilà. Le centraliste, lui, va répondre sur la ligne rouge en face de la lumière, ce qui a pour but d'arrêter la sonnerie. Le commandant de tir va par exemple demander à parler à la station multiple du PCT. On a ici la station multiple du PCT. L'endroit d'où l'appel est venu. On va imaginer par exemple ici une ligne déjà occupée. Donc il nous reste les autres lignes qui sont libres. Et puis on va mettre un cavalier sur une ligne libre avec station multiple du PCT ici,
sur la ligne de celui qui a appelé. Et si on relance l'appel, on va vérifier que la connexion est réalisée. On a bien la station du PCT qui sonne. En effet. Sur ce central, il n'est pas possible d'écouter la conversation, alors c'est pas pour se distraire, et de parler dans la conversation. Imaginons qu'on a toutes les lignes occupées, il y a un nouvel appel, alors on va écouter rapidement les conversations, là où ils sont en train de parler de la sortie du soir, par exemple, on va leur dire on a un appel prioritaire, on coupe la ligne et puis on va commuter sur l'appel prioritaire. Et naturellement, comme d'habitude, on va doubler les communications fil par la liaison radio pour la sécurité. On quitte la caserne et on va aller s'approcher des magasins à munitions et des casemates de tir. Donc pour ça, il y a un SAS à passer. Le SAS anti-souffle qui, avec les nouvelles normes sécurité après la catastrophe d'Haïti, a imposé qu'on ne maintenait plus aucune munition dans la caserne et que pour protéger cette dernière, un SAS de pression, SAS anti-souffle, a été installé. Ici, on a le système de triangle pour sécuriser les portes, de façon à ce qu'on ait toujours une porte fermée, obligatoirement, et en cas de secours, on disposait d'une clé dans un boîtier plombé qui permettait de débloquer le système de sécurité. Alors, on ouvrait la première porte, on entrait dans le SAS. Ok. On était contraint de refermer la première porte. D'accord. Une fois que c'était fait, on allait manœuvrer la tringle ici au centre, qui a pour but de bloquer la porte qu'on vient de franchir. Donc celle qui est derrière. Et de débloquer la suivante. Ce qui nous permettait de franchir le SAS, mais avec tout le temps une porte anti-souffle fermée. De façon à ce qu'à tout moment, en cas d'explosion, la caserne reste protégée. Excellent. Impressionnant ce système de sécurité quand même. On voit ici que la galerie à l'origine passait tout droit. Ouais. Et avec les nouvelles normes de la munition, pour éviter que le SAS anti-souffle reçoive une trop grande pression, en cas d'explosion, on a construit ici cet énorme mur de béton pour dévier le souffle de l'explosion dans le tampon de pression ici, ce qui a pour effet de réduire le souffle aux 3/4. Le 25% étant retenu par la porte. Voilà, alors tous ces systèmes sont finalement des mesures de sécurité pour protéger la caserne de tout ce qui pourrait intervenir ici dans les blocs de combat. Et maintenant, avant de finir cette vidéo, on va encore s'arrêter sur une mitrailleuse sur affût flasque. Je laisse à Pierre les explications techniques. Alors voilà, on a quitté le terrain de l'artillerie, c'est-à-dire le sol bétonné, pour arriver au terrain d'infanterie, le sol naturel. Chaque casemate mitrailleuse était équipée d'une table où étaient stockées toutes les caissettes. Il y a exactement 202 cartouches par caissette. On disposait d'un appareil de mise en bande des cartouches. À la casemate, comme l'observateur, on disposait d'une carte de tir pliable, dont la photo ici est un agrandissement. Elle avait le même format là. On pliait ça en 6 et mis dans la poche, par exemple. Sur une bande de cartouches, on va mettre une cartouche lumineuse sur 5, ce qui va permettre à un observateur de voir au moins les coups arriver au but, si toutefois le tireur, lui, est aveuglé. La mitrailleuse qui est ici est du modèle 1951, elle a remplacé le modèle 1911 qui avait une cadence de 600 coups minutes. Ici on a une cadence de 1000 coups minutes, une portée pratique de 1200 mètres et une portée maximale de 2 km. L'ancienne mitrailleuse avait le réservoir à eau là-haut pour refroidir le tube directement. Celle-ci tire avec refroidissement à air. Quand le tube est chaud, on vient plonger au moyen du gland d'amiante dans le bac. Bien sûr, on reprend le tube qui est froid et on le place à nouveau dans la mitrailleuse.
Cette mitrailleuse sur affût flasque, donc à ouverture d'embrasure minimum, est encore équipée d'un dispositif de protection contre l'action d'un lance-flamme. Le trou du canon peut rester fermé si on ne fait qu'observer, donc on est protégé par le blindage. Et puis, on a dit que donc, la mitrailleuse est refroidie à air, ça veut dire qu'on a beaucoup de gaz qui vient dans la casemate, ce qui fait que d'entrée, il faut prendre en compte la garniture de conversation avec le laryngophone qui prend le son dans le larynx, de façon à ce que la voix reste audible. Alors le dispositif panoramique permet un tir sans visibilité. Les secteurs rouges étaient des secteurs prioritaires. Par exemple, le numéro 10 ici peut être attribué à plusieurs armes, que ce soit mitrailleuse ou anti-char, sur un même but par exemple. Il faut savoir que si avec notre mitrailleuse, on va se déplacer dans la casemate sur la droite, en fait dans le terrain, on va sur la gauche. Et pour cette raison, tout est inversé, le bas est en haut et la droite est à gauche. Les clochers des églises pointent vers le bas, les fourneaux de mines qui sont sous la route sont dessinés au-dessus. On a les forts voisins qui sont mentionnés, comme Tevers et Petit-Mont, avec chaque fois l'entrée du fort, et également les petits carrés désignent les embrasures des canons 7,5 anti-chars, 2x2 dans chacun de ces forts, afin que le tireur ici, s'il défend un accès à l'embrasure, sous l'embrasure par exemple, ne va pas pointer dans l'embrasure et risquer d'être une gêne pour ses collègues. Il faut savoir que les embrasures sont équipées de redans, donc la majorité des projectiles partent en ricochet ou s'écrasent, mais s'ils arrivent exactement au centre, ils passent à l'intérieur. On a donc aussi ces secteurs sur lesquels on a tenu compte de la superficie. Chaque secteur a la même surface en mètres carrés. Le 10 ici qui paraît grand, a en fait la même superficie en mètres carrés que le 19 ici qui paraît petit. Mais avec l'éloignement, ça compense. Le système a été calculé de façon à ce qu'on fasse en principe un balayage de 3 passages en 2 secondes. Le tireur pourrait compter par exemple et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. 100 cartouches sont parties dans ce laps de temps, et la dispersion fait qu'on est pratiquement certain d'avoir touché l'ennemi dans le secteur. On a aussi les points d'accrochage qui fonctionnent à la manière d'une horloge. On dira Suzy par exemple pour cette mitrailleuse, Suzy 37, on donne 1 heure, par exemple 10 heures, on dira peut-être 300 mètres, observez. Si Suzy annonce Suzy aveuglé, on va dire Suzy 37, 300 mètres, feu. Et puis là, avec l'action des cartouches lumineuses, si l'observateur voit que les coups ne sont pas tout à fait au but, il va pouvoir faire la correction. Petite visite maintenant d'un canon anti-char de 10,5 cm. Alors voilà, on entre, on est dans l'arrière-pièce, et puis devant bien sûr la pièce. Ces canons proviennent de la réserve qu'on avait pour les tourelles Fortress du même calibre. Pour les tourelles Fortress, comme il y a 300 degrés, on a voulu le meilleur tube, donc on a pris un tube d'un calibre L52, donc la longueur du tube c'est 52 fois le calibre, comparé aux pièces de 10,5 courantes qui sont des L42. Et on a uniquement 6 pièces anti-char comme ça en Suisse, 4 dans le fort de Tchiguel à Sardin, ce qui est encore un affût légèrement différent parce qu'en plus forte dépression, et 2 dans le fort de Saint-Dé ici. Ces tubes ont une vitesse initiale à pleine charge de 830 mètres de seconde, ce qui était, au moment où ils ont été posés là, encore efficace contre les chars. Après quelques années, il a fallu passer aux charges creuses et ces pièces ont plus que conservé leur deuxième fonction, soit celle du tir d'artillerie. On trouve ici les casiers de la munition de première main. Ensuite, dans la casemate, on a un gros réservoir à comprimé qui est pour manœuvrer la pelle de chargement de la pièce. On va trouver au niveau de l'air comprimé encore une bouteille à haute pression de 180 bars pour s'assurer qu'en cas de panne des compresseurs, on puisse au moins chasser le gaz à l'extérieur, le gaz produit par les tubes lors du tir. On a les éléments de filtration de l'air filtré directement avec le moteur électrique et la manivelle de secours, toujours.
Et puis ici, on a un élément, mais il y en a plusieurs par casemate attribués, qui permet de réutiliser les douilles, parce qu'on avait à la guerre froide ici la dotation maximale de 5000 coups par pièce. Or, au bout de 4000 coups tirés, l'arme du tube est usée, il faut la remplacer. Et on avait par contre, pas dans le magasin, 5000 douilles, on les réutilisait. Chaque réutilisation, on donnait un coup de pointeau. J'imagine bien qu'il y avait une limite maximale à ne pas dépasser. On a aussi une ventilation sur pression de chaque côté qui va maintenir la casemate en surpression afin d'éviter le retour du gaz à l'intérieur. Après le tir, on a à l'ouverture, ici, à l'ouverture de la culasse, on a un jet d'air comprimé, automatiquement qui chasse le gaz dehors. On va reprendre la douille et on va l'amener dans l'extracteur ici. Ici, on a un ventilateur et cet air va être poussé à l'extérieur. Et comme ça, on a la protection des gaz qui est au point. Ensuite, on va trouver ici le réservoir d'azote sous une pression de 35 bars. Il comprime un barrage, c'est-à-dire un mélange d'eau et de glycérine qui est poussé dans l'énorme levier qui est sous l'affût à un parallélogramme, ce qui a pour effet de contrecarrer le poids du tube. Et à ce moment-là, on peut manuellement mettre le tube en élévation. Au cas où l'azote s'échappe, on va avoir le tube qui va se mettre en élévation maximale, la culasse sera là au fond, et il sera absolument impossible de mettre l'élévation. Alors un tir contre le char, on aura en fait une cartouche formée d'une douille remplie de poudre au maximum, un obus à noyau qui est pas bien, enfin voilà, et puis on prendra toute cette cartouche pour le charger dans la pièce. Alors pour maintenant un tir en artillerie, il faut imaginer là on est en position anti-char, on va imaginer que le tube va partir en élévation, que la culasse va se trouver vers le fond. Quand on sera prêt à charger la pièce, on va basculer la pelle de chargement, on appuie sur cette poignée, éjecter l'obus dans la chambre à cartouche, et caler directement dans la chambre à cartouche, on ne retombait pas sur les pieds, ce qui permettait au chargeur de mettre la charge, ensuite de fermer la culasse et d'être prêt à déclencher le tir. Alors, petite démo du tir anti-chat, sans tir évidemment. Pour le tir anti-chat, cette pièce a été équipée de 2 lunettes parce qu'elle a 2 pointeurs, le pointeur d'élévation, le pointeur de dérive. Et donc, on a, chaque pointeur dispose du panorama. Alors, on va mettre le système en route. Voilà. On va simuler un départ du coup. Quand le premier pointeur est prêt avec son pied, il va venir enfoncer sur le bouton. Et ensuite, le second pointeur va enfoncer le deuxième bouton. À l'appui du deuxième bouton, on allume le départ du coup. Et puis, si on regarde ici, au travers du tube, on va voir quel était le but à ce moment-là. Donc la sonnerie, finalement, c'est l'avertissement que le tir va partir, c'est ça? Absolument, mais on ne sait pas exactement, ce sera le deuxième bouton. Ouais. On va aller se diriger vers la sortie de secours. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on aménageait des sorties de secours dans ces forteresses? Alors il y avait 2 raisons. La première, c'est le nom qui l'indique, une sortie en cas d'impossibilité d'utiliser l'entrée, une entrée provisoirement bloquée ou trop tenue par l'ennemi, et puis on va s'échapper du fort discrètement. La deuxième raison, c'est qu'on peut utiliser ces sorties pour aller ravitailler la défense extérieure, aussi croiser les équipes. Le 3x8 heures implique une équipe en poste, aux armes, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du fort, une équipe qui est au repos, qui dort, et une autre équipe qui fait de l'instruction ou occupée à d'autres tâches. Et on peut bien sûr aussi, donc, par exemple, imaginer ici en dessus, avoir les positions pour les lance-mines, lance-mines mobiles, mais rattachées à la forteresse. Ah ouais, il y a une sacrée volée de marches là. Tu connais le nombre de marches? 146 marches. Bon, tout ça
taillé dans la roche, donc hein, c'est vraiment un ouvrage titanesque qui a été fait ici. Et c'est d'autant plus impressionnant de se dire que ce genre de construction se fait à de nombreux endroits dans le pays. Et tout ça de façon relativement secrète quand même. Absolument. Ça monte combien de mètres là au final? Une trentaine de mètres. Trentaine de mètres. On arrive. Voilà. La porte de secours. Faut se filer. Hop. On y arrive. Hop là. Waouh! Sortie de la forteresse en pleine forêt. Voilà, donc on se trouve ici devant la sortie de secours de la forteresse qui a encore une petite spécificité par rapport à la sécurité. Je te laisse la parole. De chaque côté de la sortie de secours, on a une petite position d'infanterie creusée dans le terrain et placée juste en avant de l'obstacle barbelé. Voilà, donc c'est entre ces derniers ouvrages défensifs que se termine cette vidéo. La prochaine portera sur l'armement d'une forteresse. J'en dis pas plus pour le moment. Merci à Pierre pour tous ses commentaires, toutes ces anecdotes sur la forteresse de Saint-Day. Merci à la Fondation Forteresse Historique de Saint-Maurice pour nous permettre de faire ces visites. Et n'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressé par une visite. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.